Merci. Eh bien, écoutez, je tiens d'abord à remercier vivement Culture Populaire de tout le travail préparatoire pour mettre tout ça en place. Ça prend du temps et merci. Et donc, je vais traiter d'un sujet, la Russie, en sachant qu'en plus, si je puis dire, cette réunion du 24 juin 2023 tombe en plein avec l'intervention du groupe Wagner, Prigojine, ça vient de tomber l'information, ça vient de démarrer. Qu'est-ce que ça va donner? Là, quand c'est le démarrage, on peut quand même se poser des questions à la tête de 25 000 hommes qui semblent vouloir le suivre. La première réaction, c'est ça me fait penser, le groupe Wagner, par certains aspects, me fait penser à la SA d'Ernst Röhm, qui était un groupe paramilitaire. Mais Hitler, lui, il a réglé le problème avec la nuit des longs couteaux. Et les dirigeants militaires de la Reichswehr ont été ravis. Poutine ne l'a pas fait, il va peut-être le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses bougent et on peut se dire que l'affaire russe-ukrainienne, avec tous les arrière-fonds qui est derrière, avec les Occidentaux, et la Chine côté russe, c'est loin d'être terminé. Alors, parler de la Russie, c'est un vaste sujet, la Russie de Poutine, en sachant que ce livre, donc Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe, des Romanov à Vladimir Poutine, aux éditions Culture et Racine, c'est un sujet que j'ai déjà un peu traité, entre autres, dans l'Atlas, mais là, j'ai voulu véritablement presser le citron et obtenir des informations pour comprendre la Russie d'abord sur le temps long. Et pour comprendre ce qui se passe actuellement, en raison en particulier de l'intervention militaire russe en Ukraine en février 2022, il faut d'abord comprendre que nous avons affaire à une bagarre entre deux messianismes, le messianisme russe opposé au messianisme américain, anglo-saxon, avec en arrière-fond évidemment la dédollarisation qui est en cours, les briques, etc., l'affaire énergétique, approvisionnement en énergie, etc. Et pour comprendre le messianisme russe, je dois d'abord faire un petit rappel sur son opposant, le messianisme américain. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé mon livre en introduction. Il faut d'abord rappeler que dans l'histoire américaine, la création des États-Unis, à l'origine, ce sont des puritains, le fameux Mayflower. Et ce monde puritain est issu donc d'un mouvement qui a eu lieu au XVIe siècle avec la Réforme, la Renaissance, avec Luther, Calvin et le monde anglican, avec Henri VIII, et que c'est une bagarre, une opposition à la romanité. La création des États-Unis, et en tout cas le mouvement puritain américain, c'est un mouvement, c'est une construction contre l'Europe, contre la romanité, avec cette volonté de mettre en place, et je ne fais que reprendre leur expression, la nouvelle Jérusalem, par définition en opposition à la Rome, la romanité. Et c'est tellement vrai, je parle des Mayflower, 1620, les puritains. Dans mon livre Archives du mondialisme, vous avez une carte de The Economist de 1990, les originaux que j'ai trouvés dans un institut, et qui montre une revue The Economist de 1990 pour la gouvernance mondiale et des blocs continentaux. Confuciania pour la Chine, le monde asiatique, Hinduland, le monde indien, Eurasia, le monde russe, et vous avez le monde Euro-Amérique, et on a l'Union européenne détachée de l'Eurasie et accolée via l'Angleterre à l'Amérique du Nord, et il y a un emblème qui décore ce bloc euro-atlantique, c'est un puritain, le puritain Mayflower. Et donc on a vraiment la marque de fabrique de ce messianisme anglo-saxon. Et il est intéressant de noter que cette volonté de blocs régionaux, on trouve cela dans tous les domaines. Et pour les amateurs de foot, pareil, la FIFA,
la maison mère pour le foot? Eh bien, tout simplement, allez sur le site Wikipédia de la FIFA. Et vous avez la Terre, enfin le globe terrestre, subdivisé en plusieurs blocs régionaux pour le foot. Alors, pour l'Europe, Russie, vous avez l'UEFA. Pour le monde africain, un autre bloc qui s'appelle le CAF. Pour le bloc nord-américain, ce sont des sigles, hein, CONCACAF. Pour l'Amérique du Sud, c'est pas facile à prononcer, CONMEBOL, MEB. Voilà. Et vous avez AFC et OFC, le monde asiatique et le monde, voilà. Et donc c'est intéressant que déjà, même dans le monde du foot, il y a déjà des blocs. Donc il faut toujours voir d'une certaine manière, quand vous avez des clubs, que ce soit le club Barcelone ou Paris Saint-Germain, qui se bagarrent entre eux, qui peuvent être rétrogradés, d'affaires de fric, il faut toujours penser à la maison mère, qui peut voir ces clubs se bagarrer entre eux, mais la maison mère, elle ne bouge pas. Ben, c'est pareil. Dans la gouvernance mondiale, vous avez des bagarres entre clans, entre la Russie et puis l'Occident via l'OTAN et puis ce qui se passe en Ukraine, mais que vous avez au-dessus des autorités qui regardent les coudes posés sur le rebord d'une fenêtre, qui observent une bagarre, et on va voir la suite. Je disais que cette création américaine, puritaine, Mayflower, etc., c'est une nouvelle Jérusalem. Dans mon livre Sionisme et mondialisme, je cite entre autres l'ambassadeur américain qui était juif, qui a connu le fondateur du sionisme, qui s'appelait donc Theodor Herzl, et cet ambassadeur américain qui s'appelait Oscar Strauss n'avait pas hésité à dire à l'époque, lors d'une conférence, que la construction des États-Unis s'était faite en opposition à Athènes et à Rome. Bien comprendre ça. Les États-Unis, Nouvelle-Jérusalem, c'est un messianisme, avec cette idée qui est apparue vers les années 1845 de la destinée manifeste, c'est-à-dire de cet idéal puritain d'étendre à l'échelle planétaire l'idéal américain, puritain, anglo-saxon, et avec l'influence judaïque et maçonnique. Ne jamais oublier que les États-Unis, c'est une construction maçonnique. Il y a un auteur d'origine irlandaise que j'aime beaucoup, qui avait un humour caustique, qui s'appelait Oscar Wilde, qui parlait des États-Unis en disant que les États-Unis d'Amérique sont le seul pays à être passé directement de la barbarie à la décadence sans jamais avoir connu la civilisation. Et lui-même aussi qui, lors d'un voyage aux États-Unis, revient en Angleterre, on lui demande qu'est-ce qu'il pense des États-Unis, et il a eu cette remarque très fine. Nous avons tout en commun, bien sûr, sauf la langue. Remarque très profonde, perfide et caustique de la part d'Oscar Wilde. Petite remarque, donc pour montrer le contraste avec la Russie. Les États-Unis, outre ce messianisme, cette destinée manifeste, ont été marqués par un homme qui s'appelait, un juif allemand, naturalisé américain, qui s'appelait Leo Strauss, et qui est à l'origine de cette branche qu'on appelle les néoconservateurs, qui ont flanqué, comme vous le savez, néoconservateurs comme William Kristol, Podhoretz et bien d'autres. Et ces néoconservateurs qui ont flanqué la pagaille, qui continuent à flanquer la pagaille, parmi les pays, dans les pays musulmans, mais actuellement aussi en Ukraine, avec Nuland en particulier. Il faut savoir que ces néoconservateurs, la racine, enfin, l'homme qui a joué un grand rôle dans leur mise en valeur, c'est donc Leo Strauss. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un juriste allemand. Ça, j'en parle dans mon livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, enfin, dans une réédition, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, Destination Babel. C'est un juriste allemand, Carl Schmitt, qui a permis à Leo Strauss d'avoir une bourse d'études Rockefeller. Et donc, grâce à Carl Schmitt, merci Carl Schmitt, Leo Strauss a pu gagner les États-Unis, d'abord la France, puis ensuite les États-Unis. Et je me dis toujours, il y a quelquefois l'action d'un homme qui vous détermine l'avenir de toute une planète, et en mal. Et il faut savoir que grâce entre guillemets,
aux néoconservateurs, vous avez actuellement aux États-Unis ce qu'on appelle la mise en place d'un exécutif unitaire, c'est-à-dire une forme tyrannique, dictatoriale qui se met en place, et que parmi les adeptes de l'exécutif unitaire, vous avez un mouvement qui est né dans les années 80, la Federalist Society, avec un juriste qui s'appelle John Roberts, qui est l'actuel patron de la Cour suprême des États-Unis. Et tout ce petit monde a rendu visite d'ailleurs à l'époque à Sarkozy. Sarkozy, dont on connaît le patriotisme. Et, petite information, ces mesures dictatoriales, il y a un document américain, j'ai mis l'original dans ce bouquin, La marche irrésistible d'une l'ordre mondial, qui est le paragraphe 1076, j'ai mis l'original. Donc, tout ça pour vous dire que pour comprendre le monde russe, il faut le comprendre en tant que mouvement messianiste qui va s'opposer, et qui s'oppose actuellement, à un messianisme américain. Donc il y a un effet ping-pong. Pour comprendre l'histoire russe, il faut voir l'histoire longue de ce pays, et il faut subdiviser cette histoire russe essentiellement en 4 périodes. Première période, c'est en gros du 9e siècle jusqu'au 16e siècle, avec l'invasion des Varegs, en fait les Vikings, en Russie, et ça va donner, invasion Vareg, Viking, qui va être rapidement slavisée, donner naissance à une dynastie, la dynastie des Riorikides. Donc ça se termine au fin 16e siècle. Deuxième période, à partir du 17e, pour être très précis, 1613, la dynastie des Romanov jusqu'en 1917. Troisième période, 1917-1991, la période bolchevique, et quatrième période, depuis les années 90, Boris Eltsine, et actuellement avec Poutine. Donc vous voyez, cette histoire russe, en gros, il y a 4 grandes étapes. Quand on reprend cette histoire longue, la première étape, donc invasion Vareg, les Vikings de l'époque, en Russie, qui vont être slavisés, donner cette naissance à la dynastie Riorikide. Vous avez l'émergence d'une principauté, la principauté de Kiev, ou Rousse de Kiev. Et vous allez avoir un événement très important avec le baptême, la conversion au christianisme de Vladimir Ier vers 988. Et c'est intéressant de rappeler que la Russie est née d'un baptême, comme la France, avec Clovis vers 496, 498, enfin on retient la date de 496 pour Clovis sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy. La Russie et la France sont nés tous les deux d'un baptême, et comme par hasard, la Russie et la France ont connu 2 révolutions. 1789 pour la France, 1917, ce n'est pas l'effet du hasard. Dans cette histoire de la principauté de Kiev, Rousse de Kiev, on peut citer 4 dates essentielles. 1054, qui est le fameux schisme de cette église orthodoxe qui se sépare de Rome. La deuxième date, 1204, qui ne touche pas directement la principauté de Kiev, mais qui touche l'Empire byzantin, 1204, c'est Constantinople qui est mise à sac par les croisés lors d'une croisade. Et le problème, c'est que, évidemment, ces croisés ont commis une grosse bêtise, parce qu'ils ont affaibli l'Empire byzantin, et affaibli. Alors, le pape de l'époque était fou contre cette bêtise folle, mais l'amour de l'argent, du lucre, quelquefois la foi vacille et on saisit des valeurs qu'on n'emporte pas dans son tombeau. C'est ça que ces croisés avaient oublié. Mais le problème, c'est que ça a terriblement affaibli l'Empire byzantin et affaibli ses relations commerciales avec la principauté de Kiev qui s'est affaiblie. Surtout que quelques années plus tard, à partir des années 223, ça c'est la 3e date, vous avez eu le début d'un événement capital pour comprendre le monde russe, qui est la fameuse Horde d'or, l'invasion mongole, qui va submerger une grande partie de la principauté de Kiev, sauf la partie nord, et qui va quand même durer occupation de 3 siècles. Alors, occupation avec quelques viols par-ci par-là, donc il y a des descendants de Russes mongols, et une marque psychologique orientale. Et ne jamais oublier que le monde russe, il y a une marque orientale, 3 siècles d'occupation mongole, ça laisse des marques. C'est comme pour l'Espagne, l'occupation musulmane, pendant 7 siècles, l'Espagne était marquée. Et la 4e date, c'est 1453, la chute de Constantinople,
sous les coups de boutoir du monde ottoman. Et pourquoi c'est très important cet événement? Parce que vous avez, dans la deuxième moitié du XVe siècle, un tsar, Ivan III, pour vous situer 1440-1505, dont il y aura un fils très célèbre, plus connu sous le nom de Ivan le Terrible. Mais là, d'abord le père, Ivan III, c'est un homme important dans ce sens que c'est lui qui procède à une reconquête du territoire russe face aux Mongols, mais surtout, il va épouser la nièce du dernier empereur byzantin, qui s'appelait Constantin XI, qui meurt donc en 1453 lors de la chute de Constantinople face aux Ottomans. Et ce mariage avec la nièce, avec donc ce monarque russe, c'est à la fois une passation, j'allais dire, biologique du monde byzantin vers le monde russe et un transfert politique, ce qui va donner naissance à l'idée de la Troisième Rome. C'est là où l'expression Troisième Rome apparaît. Il y a une chose qui est frappante dans le monde russe, c'est le lien entre le monde orthodoxe et le monde ésotérique, avec, au cours des siècles, une constance, la marque de la Kabbale. Qu'est-ce que la Kabbale? C'est l'interprétation ésotérique du judaïsme rabbinique. C'est une constante, peu importe les régimes politiques, jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on lit, par exemple, les travaux du spécialiste de l'antisémitisme, qui s'appelle Léon Poliakov, il cite une lettre d'Ivan III, donc deuxième moitié du XVe siècle, une lettre d'Ivan III, adressée au Khan, K-H-A-N, de Crimée, et Ivan III demande dans sa lettre au Khan de Crimée, on va quand même arrêter de s'écrire en hébreu. Ça, c'est intéressant parce que pour qu'ils puissent écrire en hébreu, ça veut dire qu'il y avait des élites juives autour d'eux pour apprendre l'hébreu. Parce qu'à l'origine, les Russes, évidemment, ne parlent pas l'hébreu. Et surtout, une élite juive qui a été en mesure d'enseigner l'hébreu à Ivan III pour qu'il puisse écrire en hébreu. Et il y a un autre événement aussi, et là, c'est Alexandre Solzhenitsyn, l'auteur de ce fameux livre « 2 siècles ensemble » que je vous invite à lire, passionnant, ultra référencé sur les relations entre Russes et Juifs, et livre définitif, qui raconte, toujours à l'époque d'Ivan III, d'un événement qui s'est appelé l'hérésie des judaïsants, où les élites russes politiques et le monde orthodoxe, les élites orthodoxes, beaucoup de ces personnes se sont converties au judaïsme. Et le juif qui menait l'affaire s'appelait Scaria. Et il faisait tout pour détruire trois choses qui est une permanence dans le monde rabbinique et kabbalistique. Le rejet de la Sainte Trinité, le rejet de la divinité du Christ et la destruction du sacerdoce, avec aussi le rejet de la Sainte Vierge. Et les élites russes, politiques et orthodoxes, ont été touchées par ça, au point que un des dirigeants orthodoxes de l'époque avait changé de prénom pour s'appeler Abraham, et sa femme avait changé de prénom pour s'appeler Sarah. C'est ce que raconte Solzhenitsyn. Et c'est un archevêque de l'époque, en 1492, qui a su régler, il s'appelait Gennadius, qui a su arrêter cette hérésie des judaïsants et permettre à la Russie de revenir sur les bonnes voies orthodoxes chrétiennes. Bien. Vous verrez dans mon livre, Les Permanences, je me suis intéressé à Solzhenitsyn, et en particulier à son œuvre, Les deux siècles ensemble. Et j'ai lu des documents qui expliquaient qu'on avait critiqué Solzhenitsyn d'avoir écrit ce livre sur les relations entre juifs et russes, puisqu'il montrait, Solzhenitsyn, preuve à l'appui, que les juifs avaient joué un rôle quand même assez important dans l'histoire russe. Alors évidemment, les êtres fragiles, c'est Jean de La Fontaine qui disait « l'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité ». Les êtres fragiles qui ne supportent pas que de dire que l'eau mouille et le feu brûle, en disant « mais ce bouquin de Solzhenitsyn, c'est un bouquin antisémite ». Non, ce n'était pas antisémite, c'était purement factuel, référencé, donc ouvrage remarquable. Et l'auteur de cette étude montrait bien que les travaux de Solzhenitsyn étaient absolument irréfutables, et il avait ajouté dans ce document, vous verrez les extraits dans ce livre,
il disait on ne peut encore moins critiquer Solzhenitsyn d'antisémitisme, d'autant plus que sa deuxième femme est juive et que les 3 fils qu'il a eus ont été élevés dans la foi juive. Petite remarque, l'étude précisait que Alexandre Solzhenitsyn n'a jamais connu son père qui est mort 3 mois avant sa naissance. Son père s'appelait Isaac Solzhenitsyn. Pour comprendre le monde russe et l'influence des milieux ésotériques et kabbalistiques, ça va ensemble d'une manière, il faut comprendre le rôle de l'Angleterre. C'est pourquoi j'ai commencé un peu par le monde américain, anglo-saxon, parce qu'à l'origine, la racine du mal, c'est l'Angleterre. Hein. Moi, j'ai jamais oublié ça. Quand je pense qu'il y a des gens dans la dissidence qui ont pleuré à la mort d'Élisabeth II, la royauté anglaise, c'est du poison. N'oubliez jamais, c'est l'anti-France, hein, la royauté anglaise. Hein, jamais. Donc vraiment, il y en a qui tiennent une couche. Hein. Bon. Jamais oublié, les élites anglaises sont nos ennemis. Les ennemis de la civilisation française et européenne, hein, romaine. Bon, jamais oublié ça. Alors, pourquoi je parle du monde anglo-saxon? Parce qu'il va avoir un rôle très important dans la diffusion de l'occultisme, de la Kabbale et de la franc-maçonnerie en Russie. Je pense que ce que j'ai raconté dans ce livre, c'est la première fois, du moins en langue française, sur l'influence du monde kabbalistique, occultiste et maçonnique en Russie. Entre autres, vous avez eu, dans l'histoire de l'Angleterre, vous avez eu donc la réforme anglicane avec Henri VIII, donc XVIe siècle, puis sa fille Élisabeth Ier. Et Élisabeth Ier avait un occultiste, un mage qui s'appelait John Dee, D2E. Et John Dee, d'ailleurs, a eu un fils, Arthur, médecin et aussi kabbaliste, qui a été, pour la petite histoire, le conseiller du premier tsar Romanov, Michel Ier, à partir de 1613, pendant 14 ans. Donc c'est intéressant de voir le fils d'un des conseillers intimes d'Élisabeth Ier qui était en Russie pour conseiller et influencer sur la voie ésotérique, avec un mélange d'ésotérisme et d'orthodoxie, le monde russe, avec Arthur Dee. Mais le père, John Dee, est auteur d'un ouvrage de magie, d'ésotérisme, qui s'appelait le Monas Hieroglyphica. Et cet ouvrage de magie, de Kabbale, se trouvait dans toutes les bibliothèques des tsars, des hauts dirigeants russes, comme du monde orthodoxe. Alors, je ne peux pas tout dire en un point de vue faute de temps, et puis aussi vous laisser découvrir, mais je vous donne une petite information. J'ai, parmi toutes les thèses que j'ai lues, les ouvrages spécialisés, il y a un auteur. J'ai pu me faire fabriquer le livre à l'unité parce qu'il était introuvable. Il y avait une librairie à Paris que je connais qui pouvait s'adresser à la maison d'édition. Ils m'ont fabriqué le livre à l'unité. Il m'a coûté 3 fois plus cher, mais tant pis, j'avais le document. Je vais aller très vite parce que j'ai tellement de choses à dire, je ne voudrais pas trop... Vous me faites signe hein, si je dépasse un peu les bornes. Lorsque j'ai fait ma thèse de sciences politiques, c'était la vision de l'Allemagne du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui entre la construction européenne. Et on tombe sur des noms. Et parmi tous les auteurs que je voulais étudier pour comprendre le monde russe, je tombe sur une universitaire anglaise portant un nom espagnol, qui est morte en 2013-2014, qui a enseigné dans les plus grandes universités britanniques, et qui est une spécialiste du monde russe, et de 17e, 18e siècle, qui s'appelait Isabelle de Madariaga. Et je me dis, Madariaga, mais ne serait pas la fille de Salvador de Madariaga, qui était un européiste convaincu, qui a participé en 1948 au fameux congrès de La Haye, présidé par Churchill, mais le véritable homme à l'origine de tout ça, c'est Joseph Ratzinger, encore plus important que Jean Monnet. Et pour la petite histoire, je vous le dis très rapidement, dans mon livre Sionisme et mondialisme, vous avez l'acte de conversion du judaïsme au catholicisme du grand-père de Joseph Ratzinger, que j'ai trouvé dans les archives diocésaines de la ville de Tarnów, au sud de la Pologne, du 16 novembre 1827, écrit en latin. C'est l'original. Donc pour vous montrer que pour comprendre quelqu'un, il faut quelquefois étudier ses origines. Donc je continue. Et ce Salvador Madariaga a joué un grand rôle dans la Constitution européenne, la CE à l'origine.
C'est lui qui est à l'origine de la création du Collège de Bruges, qui forme les futurs fonctionnaires de la CE, puis ensuite de l'Union européenne. Et il a reçu en 1973 le prix Charlemagne. Vous savez, c'est le prix attribué aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Le premier à l'avoir reçu en 1950, c'est Richard de Coudenhove-Kalergi pour la Pan-Europe. J'essaierai d'en dire deux mots aussi. Et l'ont reçu aussi, prix Charlemagne, notre ami Macron. Mais, ami avec des guillemets bien sûr, hein, pas de blague. Mais quand même Bill Clinton, président des États-Unis, ou Henry Kissinger, pour vous dire comme l'Europe est vraiment inféodée. On le voit bien, hein, c'est même pas inféodé, c'est violé. Bon. Et donc je me suis dit, cette Isabelle Madariaga, outre d'être universitaire de haut niveau, elle a dû bénéficier de l'aura de son père pour avoir peut-être des documents qu'un universitaire n'aurait pas eu. Donc le bouquin, j'ai voulu l'avoir. Et elle a fait une étude sur l'influence maçonnique, ésotérique, kabbalistique de la Russie, extraordinaire. C'est dans le livre. La première note de bas de page, c'est bien simple, j'ai mis l'original en anglais au cas où certains auraient des doutes. Elle remercie l'archiviste de l'Institut Warburg de Londres qui lui a fourni l'essentiel des documents pour parler de cette marque ésotérique, kabbalistique en Russie. Extraordinaire, je vous laisse découvrir la chose. Savoir que la maçonnerie est née en Angleterre en 1717, mais évidemment, ces choses-là ont été préparées. Vous avez eu ce groupe, ce club, est déjà évoqué en 1646 par Robert Boyle sous le nom de Collège Invisible. Et puis, vous avez eu la création de la Royal Society en 1660, qui a enfanté ensuite la maçonnerie en 1717 en Angleterre, et puis ensuite qui s'est diffusée. Alors, petite remarque, le tsar Pierre le Grand a fait une grande virée en Europe, Prusse, Pays-Bas, mais aussi Angleterre, 1697-1698. Alors, quand je dis une visite avec tout un entourage de diplomates, de militaires, etc., de conseillers, et il est allé en Angleterre, il a visité l'université d'Oxford, donc il a pu rencontrer ces gens de la Royal Society, et il a rencontré aussi Isaac Newton, qui allait devenir quelques années plus tard le patron de la Royal Society. Et quand il est rentré en Russie, Pierre le Grand, il est rentré en Russie avec quelques Anglais de cette mouvance. C'est ça qui a permis de diffuser le poison maçonnique et tout ce qui va avec Kabbale. Alors, petit rappel, la maçonnerie obéit à 3 critères. Le naturalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion révélée. Il n'existe pas pour les maçons, alors je sais que je m'adresse à un public aux idées variées, mais je fais vraiment le mode d'emploi. Après, on aime, on n'aime pas. Il y a dans la maçonnerie le rejet donc d'une religion révélée, dans ce sens qu'il n'y a pas eu de fils de Dieu incarné, comme c'est le cas dans le christianisme, comme c'est diffusé dans le cas du christianisme. Donc, surtout pas de fils de Dieu incarné. Ça, c'est une horreur à combattre. Deuxième point, le nominalisme, c'est-à-dire que pour la maçonnerie, il n'y a pas de vérité. Tout est évolutif. Tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, et puis dans 20 ans, ça sera autre chose. C'est une vérité évolutive. Et troisième point, la primauté de l'homme. L'homme qui, dans son orgueil, veut s'élever par ses propres forces, par sa connaissance, contraire à la foi et à la grâce. La maçonnerie est intimement liée au noachisme. Le noachisme, c'est la religion qui a été élaborée il y a bien longtemps par le monde rabbinique pour les non-juifs, qui est une religion, avec des guillemets, avec 7 lois, et plus particulièrement au rejet de la Sainte Trinité, de la divinité du Christ et du sacerdoce. Et en particulier, vous avez une marque noachite dans la franc-maçonnerie, en particulier en 1738, où le fondateur, quand la maçonnerie a été créée en 1717, vous avez eu 2 fondateurs anglais, James Anderson, et un Anglais, le deuxième d'origine française, un huguenot qui avait été expulsé avec sa famille en 1685, la révocation de l'édit de Nantes, qui s'appelait Jean-Théophile Desaguliers. Et ces 2 Anglais donc, ont lancé la maçonnerie, et James Anderson, en 1738, a changé l'article 1 pour dire que tout maçon doit être noachite. Donc vous avez vraiment l'introduction du noachisme venant
du monde rabbinique dans la maçonnerie, et en particulier dans le rite écossais ancien accepté. Vous avez le 21e degré maçonnique, noachite ou chevalier prussien. Donc pour vous dire que maçonnerie, noachisme avec en arrière-fond le monde rabbinique, c'est un mariage parfait. Alors, cette maçonnerie va se développer en Russie. La première trace maçonnique, c'est un Anglais qui s'appelait John Phillips, qui va créer la première loge maçonnique en Russie en 1731. Mais le véritable enracinement de la maçonnerie en Russie, ce sont les Anglais, vers les années 1740. Et là, écoutez bien, vers les années 1740, la maçonnerie est vraiment enracinée en Russie. La maçonnerie russe est dirigée par un Anglais qui s'appelait James Keyes, qui était le conseiller intime de l'impératrice, la tsarine de l'époque, Élisabeth Ier. Et cet Anglais, tout en étant le patron de la maçonnerie russe, au même moment, avait son cousin John Keyes, patron de la maçonnerie anglaise. Et cette maçonnerie russe était inféodée à la maçonnerie anglaise, pour vous dire, comme la Russie a été harponnée. Il y a plein d'événements dans la maçonnerie, dans l'histoire russe. Je vais vous donner une information et vous verrez le livre pour le reste. Cette maçonnerie russe s'est développée avec l'influence de l'Angleterre, mais aussi du monde germanique, il ne faut pas l'oublier, la Prusse en particulier. Et vous avez eu, en particulier en 1782, un événement maçonnique extraordinaire qui est le convent maçonnique de Wilhelmsbad, où les élites françaises, maçonniques françaises, autrichiennes, germaniques, italiennes, etc., ont participé à ce convent maçonnique. Mais vous aviez aussi toute l'élite maçonnique russe qui en a fait partie, Novikov, Troubetskoy, enfin vous verrez tous les noms. Et ce convent maçonnique de Wilhelmsbad est très important. Pourquoi? Parce que les deux grands dirigeants, celui qui a fait le discours d'ouverture, le duc de Brunswick, celui qui a fait le discours de clôture, Charles de Hesse-Kassel, faisaient partie d'une super loge maçonnique mélangeant Kabbale et christianisme abattardi, les Frères asiatiques, fondés par Moses Zebrouska, qui a pris un nom à la fin, Junius Frey, qui a été décapité au même jour que Danton, d'ailleurs, en 1794. Et ce Moses Zebrouska, Junius Frey, c'était son pseudo, était le petit cousin d'un mouvement messianique très important qui, dont le grand oncle s'appelait Jacob Frank. Et vous avez dans mon livre Archimondialisme l'annexe 1, qui est absolument capitale. Des universitaires juifs américains, en 1982, ont découvert la doctrine franquiste, écrite en hébreu, de la part de Jacob Frank, qui a l'original en hébreu, et ils ont présenté en 20 ou 20-25 pages la traduction plus les explications. Et cette doctrine franquiste est au messianisme juif ce que le texte de référence, comme vous avez pour le christianisme la Bible, pour l'islam le Coran, pour le nazisme Mein Kampf, vous avez vraiment un texte, le Capital pour Marx, etc. Et ce document est une pièce d'archive capitale, car ce convent de Wilhelmsbad était lié à toute cette mouvance. Charles de Hesse-Kassel avait un frère, Guillaume de Hesse-Kassel, qui était la plus grande fortune germanique au XVIIIe siècle, dont le trésorier s'appelait Mayer Amschel Rothschild. Et on a la preuve, grâce à un document que j'ai retrouvé rédigé par Fritz Backhaus, qui à l'époque était le directeur du musée du judaïsme de Francfort, et qui a fait une étude que j'ai, extraordinaire, à partir des pièces d'archives Rothschild à Londres. Et d'ailleurs, il remercie l'archiviste, qui est une femme, à l'époque elle s'appelait Mélanie Espet, pour l'étroite collaboration. Voilà. Donc vraiment, bien comprendre que tout ça, c'est extrêmement lié. Et petite information, à titre personnel, j'ai la chance d'avoir les mémoires de Charles de Hesse-Kassel, qui, à la page 138, j'ai encore la référence en tête, précise qu'en 1782,
1782, il a appris qu'une révolution était en voie de préparation en France, 7 ans avant la date. Pour vous dire que là, le mot complot, là, il est valable. La révolution de 89 n'est pas surgie comme ça, il y a eu une préparation. Et lui, qui était à un très haut niveau, savait qu'il y avait une chose, enfin, que la révolution se préparait en France. Je vais être obligé, pour essayer de couvrir jusqu'à aujourd'hui, je passe certains sujets simplement. La franc-maçonnerie a été interdite par Catherine II en 1794, rétablie par son petit-fils en 1822 et à nouveau supprimée en 1822 par le même petit-fils, Alexandre Ier. Sachez que même si la franc-maçonnerie a été supprimée à cette époque, les tsars ont malgré tout maintenu tous les maçons en poste, qui ont continué à agir. Donc officiellement, la maçonnerie n'existait pas, mais en fait, elle continuait à agir parce que c'est ça qui est frappant parmi les élites russes, même quand ils condamnaient, ils laissaient faire. C'est frappant. Bon. Et donc cette maçonnerie a continué à prospérer, même si elle n'existait plus officiellement durant tout le XIXe siècle, en particulier avec ce qu'on appelait le martinisme, qui est un courant philosophique judéo-chrétien, lié à la Kabbale, avec Martinez Pascali, Louis-Claude de Saint-Martin, là c'est au XVIIIe siècle, et que vous avez une personne qui va jouer un grand rôle dans l'ésotérisme russe. Son nom d'épouse, c'est Elena Blavatsky, 1831-1891. Son nom de jeune fille, Elena von Hahn, parce qu'elle, Hahn, H-A-H-N, elle était en fait, vous savez, il y a les Russes, il y a une noblesse germano-balte. Vous avez énormément de Russes parmi les Russes de l'époque qui portent un nom germanique, mais très intéressant. Cette Elena Blavatsky avait un cousin qui, lui, s'appelait Sergueï Witte, W-I-T-T-E, qui a été le Premier ministre de Nicolas II. Et cette même Elena Blavatsky avait une sœur qui elle, qui était théosophe. Donc c'est un mélange d'occultisme, d'influence tibétaine bouddhiste, avec le swastika, c'est-à-dire la croix gammée, mais dans le sens contraire des aiguilles de montre. Dans le sens de la croix gammée nazie, c'est destrogir, et dans le sens contraire des aiguilles du monde, c'est nestrogir. Et donc c'était cet emblème, c'est nestrogir, qui était l'emblème de la société théosophique. Et la sœur d'Elena Blavatsky, donc Vera Jelikovskaya, avait été théosophe et avait parmi ses disciples un certain Nicolas Roerich, théosophe aussi, et qui aura un fils, Sviatoslav Roerich, théosophe, qu'on va retrouver aux côtés de Gorbatchev dans la promotion de la perestroïka. C'est intéressant de voir que ces milieux kabbalistiques ésotériques ont accompagné la perestroïka de Gorbatchev. Un élément très important, cette maçonnerie, qui avait été officiellement interdite en 1822, mais en fait, les hommes sont restés au pouvoir dans les postes clés, a été rétablie officiellement en 1905, au moment de la Révolution avec Nicolas II. Là aussi, je n'irai pas très loin, mais sachez que les élites russes ont pu rétablir la franc-maçonnerie grâce au Grand Orient de France, avec deux vénérables, Georges Boulet et Bertrand Saint-Chol. Donc la France a joué un rôle clé dans le rétablissement de la maçonnerie en Russie. J'ai évoqué tout ça dans ces travaux. Une petite remarque, la famille Romanov était imprégnée, Nicolas II et sa femme, étaient imprégnés d'occultisme, d'ésotérisme. Il est vrai qu'ils descendaient, pour Nicolas II, en ligne droite de Charles de Hesse-Cassel. Et une chose qu'il faut que je rappelle quelquefois dans mes conférences, on est marqué par ses origines. On n'a pas uniquement un héritage biologique, on a aussi un héritage spirituel. Et quand on a eu des ancêtres qui ont pataugé dans l'occultisme, tout ce qui va avec, Kabbale et compagnie, eh bien, cela se transmet. Et la famille Romanov, le couple impérial, était marqué par ça, puisque Nicolas II descendait de Hesse-Cassel, et sa femme, Alexandra Feodorovna, descendait d'une autre branche occultiste, d'une famille germanique qui était les Hesse-Darmstadt, qui aussi avaient plongé dans l'occultisme, d'où leur comportement étrange.
en particulier à l'égard de Raspoutine, qui maniait avec allégresse des valeurs chrétiennes, je mets des guillemets, avec des rituels sexuels. Et ça va de pair avec le messianisme de Jacob Frank. Je rappelle que lorsque Jacob Frank s'est, au XVIIIe siècle, donc converti faussement au catholicisme avec ses disciples, la veille de leur conversion, ils sont allés dans une forêt, ils ont planté une croix, ils se sont mis tout nus et c'était une orgie. Et le lendemain, ils présentaient toutes les apparences de la piété, vraiment de l'amour christique. Donc pour vous dire comme ces gens ont aussi une fantastique capacité à jouer la comédie, de la piété, alors que 24 heures avant, ça bésouillait sec, pardonnez-moi l'expression, dans les hautes herbes, autour d'une croix. Donc le côté en plus pervers et tordu de ces gens-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que cette marque, là je ne fais que citer, je ne vais pas plus loin, vous verrez, j'ai développé. Cette marque ésotérique était tellement prégnante de la famille Romanov que la voiture de sport de Nicolas II était décorée d'un swastika sur son capot, dans le sens contraire des yeux d'une montre. Et on a retrouvé, le document, c'est l'annexe 15, en couleur. On a retrouvé les carnets personnels de la tsarine, Alexandra Féodorovna. Et donc, dernier carnet avant leur assassinat à Yekaterinbourg. Et le carnet privé de la tsarine était frappé d'un swastika. En fait, c'est la marque antichrétienne, parce que c'est une influence tibétaine, bouddhiste. Je rappelle que le christianisme, et dans le cas des Romanov, c'est l'orthodoxie, c'est la reconnaissance d'une unique vérité. Je ne fais que présenter le mode d'emploi. Après, on aime, on n'aime pas. Mais le mode d'emploi, c'est dans l'orthodoxie. Le Christ est le Fils de Dieu incarné, et le reste, ce sont des religions fausses. Donc, il n'aurait jamais dû mettre un swastika pour Nicolas II sur sa voiture et pour sa femme sur ses carnets privés. Donc ça montre la marque ésotérique, et il est vrai que la politique de Nicolas II était liée à des mouvements bouddhistes tibétains que j'ai développés avec l'histoire de Shambhala et compagnie. Je suis tombé sur des documents très intéressants, Badmaev et Georgiev et bien d'autres, avec le Dalai Lama de l'époque d'ailleurs. Ce principe d'ésotérisme parcourt le monde russe, même la période communiste. Vous verrez, à un moment donné, je parle d'un élément clé dans le communisme et qui est lourd, qui concerne la mort de Lénine, et je vous laisse découvrir la suite. 1991, chute de l'Union soviétique, et vous avez une renaissance très dure dans le cadre de la Russie appauvrie à l'époque de Boris Eltsine, avec l'émergence d'un messianisme qui a toujours existé dans le monde russe, et entre autres, qui a été promu par un des plus grands génies de la littérature russe, qui s'appelle Dostoïevski. Vous savez que la Russie, pays immense, il y a une élite russe, une faction russe qui a regardé vers l'Occident et une autre faction vers l'Orient, la position géographique de la Russie le faisant. Et vous avez Dostoïevski, mais bien d'autres, mais lui en particulier, qui a voulu se hausser au-dessus donc de cette scission pour donner au peuple russe une mission d'ordre messianique. Et je vais vous donner un extrait des écrits de Dostoïevski, son livre Les démons, édition Gallimard, collection Folio, page 379-380, c'est pour ceux qui voudront voir le passage. Voilà ce qu'il écrit, je le cite. « Si un grand peuple cesse de croire qu'il est le seul capable, grâce à sa vérité, de rénover et de sauver les autres peuples, il cesse aussitôt d'être un grand peuple et devient une simple matière ethnographique. Un peuple vraiment grand ne se contentera jamais d'un rôle secondaire dans l'humanité, ni même d'un rôle de premier plan. Ce qu'il lui faut, c'est la toute première place, le rôle unique. Le peuple qui perd cette foi n'est plus un peuple. Cependant, la vérité est une et par conséquent, parmi tous les peuples,
Il n'y en a qu'un qui détienne le vrai Dieu, si puissant que soient les dieux des autres peuples. Le seul peuple théophore, ça veut dire qui porte Dieu. Le seul peuple théophore est le peuple russe. Donc il y a parmi ces élites russes littéraires, entre autres, mais il n'y a pas que lui, une vision messianique à l'échelle planétaire qui rentre en conflit avec un autre messianisme, c'est ce que je vous ai dit, le messianisme américain de cette destinée manifeste. Et à la même époque, vous avez l'émergence, 19e siècle, et je suis obligé de jongler entre Boris Eltsine et ensuite Poutine et avec le 19e siècle parce que ces personnages ont repris cet idéal, ce qu'on appelait le cosmisme russe, avec un russe hors norme, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a raconté, il y a un génie russe. Quand on pense que les nazis considéraient les Russes, les Slaves, comme des sous-hommes, sont donc parfaits crétins. Quand on voit le génie russe en littérature, en musique, Rachmaninov par exemple, bon, bref, mais les nazis étaient, enfin bref, stupides. Le cosmisme russe, qu'est-ce que c'est? C'est la version russe du transhumanisme. Et en fait, on pense toujours au transhumanisme avec Elon Musk, entre autres, mais en fait, c'est le monde russe qui a lancé le truc, qui a joué un rôle très important. Et la différence, en fait, pourquoi il y a deux mots différents, c'est que dans l'esprit russe, le cosmisme, qui est donc le transhumanisme, c'est une version avec une marque spirituelle, alors que le transhumanisme à la sauce occidentale, c'est une version technicienne, j'allais dire froide, mais de prime abord, parce qu'en arrière-fond, il y a malgré tout un fond spirituel. Et le russe qui a joué un grand rôle dans la promotion du cosmisme, donc du transhumanisme, c'est un russe qui s'appelait Nikolai Fedorov, 1828-1903. Et il va avoir une influence colossale sur Dostoïevski, sur Gorky, sur Tolstoï, et bien d'autres représentants des élites russes. Et son message est marqué d'un New Age avant l'heure. Et je vais vous citer les 8 points clés. Fedorov, ses travaux ont été réunis après sa mort dans une œuvre intitulée « La philosophie de la cause commune ». Et vous allez voir, donc il est mort à la fin du fin 19e siècle, la marque du New Age avant l'heure, de la promotion de l'homme grâce à la science. Il y a 8 points. Premier point. La mort est le mal absolu. Elle doit être vaincue par l'évolution générale de l'humanité. Deuxième point. La résurrection devra être faite non par Dieu, mais par l'homme nouveau théurgique. La théurgie, c'est l'évocation des esprits. Alors, vous avez deux mots, théurgie et goétie. La théurgie, c'est l'évocation des esprits, des bons esprits. La goétie, c'est l'évocation des mauvais esprits. Et certains disent qu'il faut promouvoir la théurgie et en revanche condamner la goétie. Il faut rejeter l'un comme l'autre. Il n'y a pas de bons esprits, il n'y a que des mauvais esprits. L'orthodoxie, la religion orthodoxe, le catholicisme aussi, mais là dans le monde russe, a toujours rejeté ça parce que évoquer les esprits, c'est évoquer les esprits de l'enfer. Et on ne plaisante pas avec ça. Donc il y a une dualité apparente. Oh, il y a des gentils esprits, on peut le faire, c'est la théurgie. Non, c'est mauvais. Et donc l'Église orthodoxe a toujours condamné ça, car c'est fricoter avec les portes de l'enfer. Et donc ceux qui essayent d'associer ça avec un christianisme, ça doit être condamné. L'Église orthodoxe, dans la tradition orthodoxe, l'a toujours condamné, comme l'Église catholique. Troisième point, la résurrection doit s'accomplir à l'aide des procédés scientifiques et psychiques. Toute l'humanité doit nécessairement participer à cet acte suprême. Donc vous voyez, l'homme-dieu qui va réussir à vaincre la mort. Quatrième point, l'homme nouveau doit acquérir le pouvoir absolu sur la nature. Il doit contrôler les phénomènes atmosphériques. Cinquième point, le temple, comme la place du sacré par excellence, devrait se transformer en musée où le sacré s'alliera à la science. Sixième point, l'évolution de l'humanité est arrivée à son acmé, donc sommet. Les hommes doivent commencer l'œuvre de la résurrection de ses ancêtres ici et maintenant. Il y a dans la volonté de ces gens-là un idéal grâce à une science
de rétablir une sorte de renaissance du genre humain. C'est une forme de folie, mais enfin bon, bref. 7e point, la chrétienté doit s'allier à l'arianité des ancêtres pour créer une humanité nouvelle, unifiée, théurgique. Là aussi, l'évocation des esprits, c'est New Age de l'époque. Et 8e et dernier point, la cause commune, c'est la lutte scientifique, sociale, économique, culturelle, psychologique, spirituelle, industrielle, cosmique contre la mort et pour la vie absolue et infinie. Et il est ajouté, Fedorov nommait la stratégie de cette lutte le projet. Donc pour vous dire que ça a marqué et ça continue de marquer. Pourquoi? Parce que Fedorov a eu des disciples, dont un qui s'appelait Vernadsky, Vladimir Vernadsky, et qui est un universitaire, qui était géochimiste, je crois, et qui a eu une influence capitale au sein du monde scientifique russe. Et il faut savoir que quasiment l'élite russe en matière d'énergie atomique et d'aéronautique était acquise aux idées de Fedorov grâce à ce Vernadsky, qui a été le pont. Et vous avez entre autres le père de l'astronautique russe, qui s'appelait Konstantin Tsiolkovsky, qui était donc un fils spirituel de Fedorov, qui disait « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Il y a dans cette volonté une volonté de l'homme absolu qui doit conquérir le cosmos. » Il est intéressant de voir que Elon Musk, partisan du transhumanisme et des implants dans le crâne, vous êtes au courant, voilà. Je rappelle que dans mon livre des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, vous avez un document de The Economist de 2020 ou 2021, enfin récent, qui présente une monnaie numérique avec un implant sur la pièce. Un implant. Et là, Elon Musk vient d'obtenir gain de cause, donc il faut fuir. Il faut savoir que Elon Musk se réfère à Tsiolkovsky comme Poutine. C'est intéressant de voir comme ces événements du 19e siècle parcourent les générations. Et j'ajouterai le point suivant, c'est que cette marque ésotérique a continué donc à perdurer, et en particulier à toucher les élites russes depuis la chute de l'Union soviétique. Alors j'ai fait une étude sur l'aspect économique, parce qu'on est sur Terre, et il faut aussi savoir compter. Il est intéressant, je suis tombé sur une étude enfin je ne vous donne pas la référence, vous verrez, très intéressante, de septembre 1999, sur la situation économique russe. Et l'étude, provenant d'un institut spécialisé israélien, précise en utilisant le conditionnel. Mais même avec le conditionnel, vous allez voir que l'économie russe en 1999 était tenue par les juifs russes entre 50 et 80% de l'économie russe. Alors ils disent serait, mais quand on donne des chiffres entre 50 et 80, ça montre quand même qu'il y a une petite influence. Bon. Et lorsque Poutine arrive au pouvoir, alors d'abord il est Premier ministre en 1999, il arrive au pouvoir au début de l'année 2000, Poutine va faire un tri parmi ses élites juives entre celles qui vont le servir et celles qui ne vont pas le servir, style Berezovsky, Khodorkovsky, etc. Il va avoir un choix. Et avant même d'atteindre le sommet, dès l'année 1999, donc Poutine est Premier ministre, vous avez une bagarre à l'époque entre deux clans juifs. Les Lubavitch, qui sont les cathotradis du monde juif, c'est-à-dire il ne faut pas leur parler de wokisme, de LGBT, des choses de ce style-là et de trans. Et une autre faction qui s'appelle le Congrès juif russe. Et ces deux factions se bagarrent. Et Poutine va se rallier aux Lubavitch, et c'est lui, en 1999, qui va enraciner les Lubavitch en Russie
en faisant du rabbin Ber el-Hazar le grand rabbin de Russie, 1999. Et pourquoi je dis ça? Parce que la colonne vertébrale de l'économie russe est essentiellement, je ne dis pas 100%, mais essentiellement tenue par les Lubavitch. Et il y a une formule qui paye commande. Et lorsque Poutine parle de choses tout à fait justes contre le wokisme, etc., en fait, il ne fait que transmettre la morale Lubavitch, anti-wokisme, anti-LGBT, anti-trans. C'est ça. Il est très intéressant de voir que le monde orthodoxe est lié au monde Lubavitch. Je ne peux pas en parler, il reste quelques minutes, mais pour information, sachez que j'ai obtenu des pièces d'archives qui sont sorties en 1991 sur les orthodoxes, enfin l'Église orthodoxe, qui, durant la période soviétique, était soumise au KGB. Et tellement soumise que la direction de l'époque de l'Église orthodoxe était appelée, je cite, le Métropolite Bureau. Et ces pièces d'archives sont très intéressantes parce que les élites orthodoxes de l'époque, il n'y a pas eu de Nuremberg de l'Église orthodoxe. Et j'ai obtenu les noms de code des patriarches, entre autres. Je vous donne un exemple. Le patriarche Alexis, qui était donc le patron de l'Église orthodoxe jusqu'en 2008, il est mort en 2008, et son successeur c'est Kirill, il s'appelait Drozdan, lié au KGB. C'était son nom de code au KGB. Et vous verrez la suite. En particulier, le rôle d'une minorité de l'Église orthodoxe qui a résisté, qui s'appelait l'EORHF, pour Église orthodoxe russe hors frontières, qui, elle, tirait à boulet rouge sur le caractère KGBisé de ses dirigeants de l'époque, et Poutine a réussi à les faire taire en les réintégrant dans l'Église orthodoxe, remis le couvercle, on n'en parle plus. Alors, je vais simplement terminer par ces quelques points, il me reste quelques minutes. D'accord. Sachez que la Russie de Poutine est très intéressante dans ce sens que vous avez la mise en place d'un modèle qui correspond exactement au monde occidental. Numérisation complète du pays en cours, en particulier avec un personnage clé qu'il faut connaître qui s'appelle Sergueï Gladiev, qui joue un rôle clé pour la mise en place d'un rouble numérique et l'extension de ce rouble numérique au sein d'un rouble eurasien. J'ai publié le document de travail, enfin l'article plutôt rédigé par Vladimir Poutine en 2011, pour mettre en place une union eurasienne supranationale qui doit s'additionner à un bloc, l'Union européenne, un autre bloc, le bloc nord-américain, un bloc asiatique, etc. Et c'est une numérisation dans tous les domaines. C'est Poutine qui a en plus lancé le projet d'une carte d'identité numérique en liaison avec les services de renseignement russes et en liaison aussi avec le lancement d'un rouble numérique, phénomène qu'on observe partout, la numérisation, un euro numérique, livre sterling numérique, dollar numérique, etc. Sergueï Gladiev joue un très grand rôle. Mais il y a un autre personnage qui joue un rôle aussi. Il n'est pas au premier niveau, il n'est pas en tête, en queue de peloton, mais un poste bien élevé, c'est Alexandre Douguine. Je ne vous donne pas le nom de l'institut dans lequel il travaille. Il fait partie d'un comité de direction. Et au sein de ces directions, je ne vous donne que deux noms. Sergueï Gladiev et le vice-président de la banque Gazprom. La finance et Gazprom. Pour vous dire, il tape haut. Et il y a une chose qui est très intéressante, j'ai établi un rapport entre le programme de Poutine avec le programme de Douguine, que j'ai fait traduire. C'est exactement pareil, sauf sur un point. Poutine cherche à nouer des liens avec la Chine. Douguine est contre. Il considère qu'il y a, je le cite, trop de contradictions stratégiques. Mais pour le reste, c'est pareil. Et une chose très intéressante aussi à souligner, c'est ce mariage curieux et pas normal entre l'orthodoxie et l'ésotérisme chez Douguine. La religion orthodoxe russe a produit des chefs-d'œuvre.
je vous demande de regarder cette icône russe, élaborée entre 1410 et 1427, d'Andrei Roublev, la Trinité, la Sainte Trinité, chef-d'œuvre de l'art religieux orthodoxe. Chef-d'œuvre. Et il est malheureux, étonnant, curieux de voir Alexandre Douguine mélanger orthodoxie et ésotérisme et ne pas changer d'avis après, parce qu'on peut se tromper, dire certaines choses et 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, dire qu'on s'est trompé, et c'est tout à l'honneur d'une personne qui se trompe de le reconnaître. Il est quand même pas normal qu'en 1995, Alexandre Douguine a participé à une cérémonie très ésotérique avec des croix tournantes et des hommes et des femmes légèrement habillés, et tout en récitant du Aleister Crowley. Avec quand même Aleister Crowley, j'ai lu quand même des bouquins sur lui, avec des références sataniques. Je rappelle que Aleister Crowley a été choisi par un représentant du monde secret britannique, Ian Fleming, fameux auteur 007, en 1941. Au mois de mai 1941, Rudolf Hess, vous savez, est parachuté en Angleterre. Il voulait établir des liens entre Hitler et Churchill. Et c'est Ian Fleming qui, pour le premier interrogatoire de Rudolf Hess, va choisir Crowley. Même levé de la victoire de Churchill, c'est Crowley qui lui a soufflé ça. Et la vague New Age et tibétaine des années 60-70 en Europe, avec Dalai Lama, etc., c'est un Anglais qui s'appelait Gerald York qui a joué un rôle clé pour balancer et empoisonner les esprits européens. Ce Gerald York était le secrétaire privé d'Aleister Crowley. Vous avez tout ça dans le livre. Il est dommage qu'en 2017, lors d'un débat avec Anthony Blinken, l'actuel secrétaire d'État du gouvernement Biden, mais aussi Dominique de Villepin, il est dommage qu'un Douguine ait dit que la Kabbale est la plus grande construction de l'esprit humain. La Kabbale est d'inspiration satanique. Et en tant qu'orthodoxe, il aurait dû dire d'abord ça, que c'était une inspiration satanique, et que le Christ, dans l'orthodoxie, fils de Dieu incarné, est l'unique vérité qui écrase et détruit la Kabbale. Il ne l'a pas fait. Et en particulier, il est intéressant qu'en 2023, 24 juin 2023, l'emblème du parti Eurasie de Douguine, c'est une étoile à 8 branches, qui est la réplique de l'étoile du chaos dans l'occultisme ésotérique de ce milieu-là. J'ajoute une petite information dans l'occultisme et l'ésotérisme et la Kabbale. Il y a un livre qui sort au mois de juillet aux éditions Ethos, E-T-H-O-S, d'un avocat polonais qui est mort en 1931, qui a rédigé en 1895 une étude extraordinaire sur Jacob Frank. Il a eu des pièces d'archives qui ont été détruites en 1939. Et j'ai fait la préface de ce livre qui sort courant juillet. Je vous invite véritablement à lire cet ouvrage, surtout que le chaos, lorsqu'on voit le parti Eurasie avec cet emblème de 8 branches, c'est en lien avec cette Kabbale, entre autres franquistes. Et je terminerai par une citation. Alors une citation et ensuite quelques mots de fin, et j'arrêterai. Là aussi, c'est intéressant de voir que Vladimir Poutine favorise un mélange de toutes les religions. Il dit à un moment donné que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif, est le fondement de toutes les religions du monde. S'il était véritablement orthodoxe, il ne devrait pas dire ça. Et on observe une communion de pensée avec Douguine, qui a écrit un texte très intéressant. Je vous donne la référence. Alexandre Douguine, pour le front de la tradition, édition Ars Mania, octobre 2017. Donc, il n'a toujours pas, vous allez voir, modifié ses propos en 2023, page 378 et page 379. Le passage est intitulé comme titre « La Trinité dialectique ». Je le cite. « Au-delà de la gauche et de la droite, la révolution une et indivisible, dans la Trinité impossible qui unit dialectiquement Troisième Rome, Troisième Reich
Et troisième international, le Regnum, le règne. Le Regnum des nationaux bolcheviques, leur empire de la faim. C'est la réalisation parfaite de la plus grande révolution continentale et universelle. C'est le retour des anges, la résurrection des héros, la révolte du cœur contre la dictature de la raison. Petite pause, à un moment donné, De Guin parle de l'acéphalos, l'acéphale, c'est le dieu sans tête. Autant vous dire que c'est pas bon. C'est même franchement satanique. Et De Guin dit ceci, cette dernière révolution est l'affaire de l'acéphale porteur de la croix, de la faucille du marteau, couronné par le swastika éternel. Et vous voyez cette histoire de swastika, vous citez la Société théosophique de Blavatsky, les Romanov, il y a une permanence, d'où mon titre, les permanences de la géopolitique et de la mystique russe de Romanov à Vladimir Poutine. Il y a malheureusement une marque ésotérique qui traverse tous les régimes politiques. Et il est dommage que des chefs-d'œuvre du monde orthodoxe, et je vous citais l'exemple de la Trinité de Roublev, soient touchés par cette forme empoisonnée qui touche aussi bien la Russie que le monde occidental. Et on peut dire en guise de conclusion que la France et la Russie sont nées d'un baptême, ont été touchés par deux révolutions, 1789-1917, avec des influences ésotériques. Mon espoir, c'est que pour la France comme pour la Russie, eh bien, que ces influences néfastes, ésotériques, kabbalistes, soient un jour balayées pour le bien de ces deux peuples, pour le bien de tous les peuples européens, mais aussi le bien du monde entier. Je vous remercie.